C'est l'une des décisions phares issues du Conseil des ministres du mercredi dernier en référence à la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes en situation de handicap en République du Bénin. Le gouvernement a adopté 5 décrets en vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap. Nous allons en parler, mais avant, il faut dire que nous allons avant tout parler de ce qu'on entend par société inclusive, puisque mon invité de ce matin, M. Lukman Laniyan, est président justement de l'association Société Inclusive et il est une personne en situation de handicap moteur. Alors avant qu'il ne porte son appréciation de façon globale justement sur l'application de ces décrets-là, nous allons avant tout parler donc de ce qu'on entend par société inclusive. Bonjour à vous. Bonjour Madame Vaudounon. Un plaisir de vous recevoir de nouveau. Le plaisir est partagé. La semaine dernière, c'était un dimanche, si je ne me trompe. Effectivement. Aujourd'hui, c'est un samedi. Alors déjà, dites-nous un peu, pourquoi avoir créé l'association Société Inclusive? J'ai créé l'association Société Inclusive afin de pouvoir apporter un plus, ma contribution à l'édifice qu'est l'inclusion des personnes en situation de handicap au Bénin, en proposant une approche nouvelle afin de pouvoir amener chaque personne en situation de handicap à réaliser son plein potentiel. Et quels sont, entre autres, vos objectifs de façon globale? De manière globale, l'association Société Inclusive poursuit 4 objectifs. Le premier de ces objectifs, c'est la défense des droits des personnes en situation de handicap. Oui. Le deuxième objectif, c'est le plaidoyer en faveur de l'inclusion. Un plaidoyer qui se fait à la fois à l'endroit des autorités politico-administratives, mais également à l'endroit des chefs d'entreprise pour les convaincre d'ouvrir davantage leurs portes aux talents en situation de handicap. Le troisième axe concerne la sensibilisation, parce que sur tout sujet, Ouais. pour amener le public à changer de regard sur un sujet, il faut sensibiliser. Ouais. Donc notre troisième objectif, c'est la sensibilisation du grand public. Et pour terminer, le cœur de métier et qui constitue le quatrième axe de ce que nous faisons, c'est l'accompagnement personnalisé et individualisé des jeunes en situation de handicap au Bénin. Alors, quelles sont les actions menées par votre association pour, promouvoir la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap? En matière de promotion, de protection des droits des personnes en situation de handicap, nous menons un certain nombre d'activités. Parmi ces activités, nous avons des activités de plaidoyer, de plaidoyer à l'endroit des chefs d'entreprise pour les convaincre d'ouvrir davantage leurs portes aux talents en situation de handicap, parce que l'insertion professionnelle fait partie également des droits des personnes en situation de handicap. Ils ont également des compétences, des talents et ils peuvent apporter un plus à la communauté. Entre autres également, nous menons des activités de plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives, mais également de toutes les parties prenantes qui peuvent intervenir dans la promotion et la protection des personnes en situation de handicap. Et pour terminer et présenter des activités que nous menons dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des personnes en situation de handicap au Bénin, on peut évoquer également les différents projets de l'association dans le domaine de la sensibilisation. Parce que sensibiliser aussi, cela permet de promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. D'accord. Alors, vous savez, le mercredi dernier, donc le 21 juin dernier, le Conseil des ministres s'est penché sur une mesure sociale importante. Il s'agit de l'adoption de 5 projets de décrets visant à favoriser les conditions sociales des personnes en situation de handicap au Bénin. Alors, ce que je voudrais savoir, quelle est l'importance de cet acte du gouvernement béninois selon vous? Tout d'abord, avant de me prononcer sur l'importance de cet acte du gouvernement béninois, je tiens à remercier le chef de l'État, puisque depuis Paris, j'avais pris le plaisir de suivre le 31 décembre dernier l'émission qui s'est tenue dans son jardin, où il a reçu un certain nombre de personnes en situation de handicap pour prendre des engagements. Et depuis, moi je suivais déjà à chaque
Conseil des ministres, j'allais lire les comptes rendus pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu de décision en faveur des décrets d'application de la loi 2017-06. Et comme ça, le mercredi dernier, comme la fumée blanche au Vatican, on a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie cette nouvelle lorsque le porte-parole du gouvernement présentait le compte rendu du Conseil des ministres. Donc, je tiens une fois encore à remercier le chef de l'État, mais également la ministre en charge des Affaires sociales et tous les opérationnels qui œuvrent au quotidien au niveau de nos administrations, mais également les OPH, les organisations de personnes handicapées, parce que cette décision, c'est également le fruit des luttes quotidiennes de ces organisations de la société civile qui œuvrent sur le champ du handicap au Bénin. À présent, vous m'avez demandé quelle est l'importance de cet acte. C'est une décision majeure. Une décision majeure qui vient placer le Bénin comme l'un des pays qui a une politique handi-accueillante, qui a une politique qui met vraiment l'accent sur l'importance de tout faire pour construire une société inclusive. Parce que à travers ce tas du gouvernement, on donne force à la loi de 2017 pour réellement permettre d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Autrement dit, avec les différents décrets adoptés en Conseil des ministres le 21 juin dernier, on peut aujourd'hui se baser sur la loi de 2017 pour pouvoir exiger le respect d'un certain nombre de choses pour pouvoir améliorer à la fois les droits des personnes en situation de handicap et les promouvoir. Mais quel est l'impact réel de ces décrets-là sur le quotidien des personnes en situation de handicap que vous êtes? L'impact réel, il est grand. Il est grand. Je pense que peut-être qu'on reviendra de manière succincte sur les différents décrets tout à l'heure. Mais déjà, je peux dire que d'une manière ou d'une autre, ça permet déjà de nous dire que le gouvernement prend à bras le corps le sujet. C'est déjà un point essentiel. Parce que ce qui permet également pour nous, organisations de la société civile qui œuvrent sur le champ du handicap au Bénin, de pouvoir obtenir des accompagnements pour mettre en place des projets qui impactent le quotidien de ces cibles, c'est grâce à l'importance qu'a un sujet pour un gouvernement. Donc, à travers cette décision du 21 juin dernier, on constate tout simplement que le handicap a gravi un pas de plus au niveau des priorités du gouvernement et qu'à partir de ce moment-là, cela facilitera également la recherche, la mobilisation de partenariats, de ressources pour pouvoir mettre en place au Bénin et sur tout l'étendue du territoire des projets qui impactent durablement la vie des personnes en situation de handicap. Alors, il s'agit au prime abord des décrets donc portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes en situation de handicap, des mesures spéciales donc de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes en situation de handicap. Il s'agit également des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareils au profit des personnes en situation de handicap, les mesures les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit donc des personnes toujours en situation de handicap, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Alors, quand on prend ces différents décrets, on va évoluer donc décret par décret pour dire un peu la valeur que cela promeut donc. Alors quand je prends donc la création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes en situation de handicap, qu'est-ce que cela vous donne tout de suite comme sentiment? Ça réveille quoi chez vous? C'est ce que je voulais dire. Moi, ça réveille que de bonnes choses chez moi. Oui, allez-y. Ça réveille que de bonnes choses. Oui. Ça révèle que de bonnes choses chez moi, tout simplement parce que cela montre déjà qu'au niveau du gouvernement, on a compris que le sujet du handicap n'est pas un sujet qu'on doit traiter uniquement sur le champ
du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. C'est un sujet transversal et qu'on doit pouvoir associer un certain nombre d'autres ministères pour pouvoir impacter véritablement et durablement la vie et le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc, moi, ce premier point n'est pour moi que l'expression de cette approche transversale de la thématique du handicap, et je pense que elle est la bonne parce que le sujet du handicap à la fois peut relever, peut soulever des questions d'ordre de l'insertion professionnelle, du sport, d'accord, de la formation professionnelle, des loisirs et d'autres sujets. Donc, il est important effectivement d'avoir un cadre multi-ministère pour pouvoir véritablement avoir une approche transversale du sujet afin que la politique nationale du handicap puisse jalonner chaque pan des politiques publiques dans notre pays. Alors, on a aussi les mesures donc spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. On en parlait la dernière fois. Une mesure assez importante. Effectivement, très importante parce que pour moi, l'insertion professionnelle, c'est vraiment l'un des armes pour réellement construire une société inclusive. Parce que grâce à un emploi, on gagne en confiance, on gagne sa vie dignement et on peut apporter un plus à la société. Mais ce qui favorise cela également, c'est l'éducation. Donc je trouve le fait de consacrer ce décret pour cette thématique, c'est une bonne chose et que cela va certainement permettre à travers après toutes les mesures contenues dans le décret, de pouvoir à la fois améliorer, amplifier l'éducation des personnes en situation de handicap et par la suite favoriser leur insertion professionnelle à travers notamment ces mesures incitatives pour encourager les chefs d'entreprise au Bénin à recruter des talents en situation de handicap au sein de l'entreprise. Il s'agit également des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareils au profit des personnes en situation de handicap. Ce point, moi, je trouve ce point également très crucial parce que l'un des freins aujourd'hui que rencontrent les personnes en situation de handicap concerne leur mobilité. Parce que au Bénin, certes, nos artisans parfois essaient de construire un certain nombre d'équipements de compensation de handicap, mais pour pouvoir avoir des équipements dans les normes permettant de lever toutes les suspicions de sécurité, parfois il faut les acheter en dehors du Bénin, notamment en Occident. Et déjà, ces équipements ont un coût très élevé et dans le passé, pour les envoyer au Bénin, il faut payer les frais de transport, il faut payer la douane, il faut payer plein de choses. Et avec ces décrets, on va véritablement faciliter l'accès de ces équipements aux personnes en situation de handicap. Et ce point est très essentiel. Pourquoi aussi? Parce que tout simplement, même avec la bonne volonté, même avec un bon niveau d'éducation, même avec la rage de vaincre que peuvent avoir certains de pouvoir aller travailler, s'ils n'ont pas la possibilité de se mouvoir, de se déplacer, cela risque d'être très compliqué. Donc ce décret d'application est bienvenu et cela va réellement améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap dans le sens où cela va réduire le coût de revient d'un équipement de compensation de handicap. Qu'en est-il maintenant des mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics? C'est également une mesure d'importance. Et quand je prends les deux volets, les transports en commun ainsi que les loisirs, les centres culturels et de loisirs. Voilà, les centres culturels de loisirs. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur le deuxième volet, les centres culturels de loisirs. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes en situation de handicap sont isolés, n'ont pas réellement accès à la culture. Alors que quand moi je viens au Bénin, à chaque fois, j'ai plaisir de constater de nouvelles initiatives vraiment qui permettent à la jeunesse de s'épanouir, de trouver sa place dans la société. Et
parfois les freins d'accès à ces espaces-là peuvent relever du coût d'accès. Parfois, les freins peuvent relever de l'accessibilité des locaux, etc. Mais à partir de ce décret, je pense que cela permettra également de favoriser davantage l'accès de nos jeunes aux loisirs. Et quand on parle de loisirs, on se questionne également sur le sport, parce qu'on va évoquer également les questions de handisport et permettre, on dit très souvent, lorsqu'on était au cours primaire, sport, c'est la santé, et des personnes en situation de handicap qui ont déjà une santé fragile, le fait de pouvoir pratiquer assez aisément le sport va forcément améliorer leur santé et leur quotidien. On a maintenant les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes en situation de handicap. Alors, ce que je voudrais vous demander, est-ce que, selon vous, tout est pris en compte? Selon moi, c'est déjà un grand pas à saluer. D'accord, un grand pas à saluer. On ne peut pas dire que tout est pris en compte. D'accord, forcément qu'il y a d'autres mesures complémentaires qui suivront par la suite. Mais réellement, ce corpus de décrets que le gouvernement vient d'offrir aux personnes en situation de handicap est inédit. Et va nous permettre, c'est une opportunité pour nous, va nous permettre d'avoir un instrument pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir convaincre des partenaires de travailler avec nous, parce que régulièrement, dans les années précédentes, avec toute notre bonne volonté, parfois on nous dit, le sujet là, on n'en parle pas réellement chez vous, mais comment ça se fait? Avec ce décret d'application, on peut dire tout simplement que ce sujet-là a évolué en termes de priorité au niveau du gouvernement de notre pays. Mais depuis 2017, quand même, la loi était là et pouvait donc, je pense, améliorer les conditions de vie donc, des personnes en situation de handicap. Pourquoi justement maintenant, selon vous? Justement maintenant, dans un premier temps, parce que je pense que le gouvernement a son temps, d'accord, le gouvernement a son temps, et c'était quand même beaucoup de travail en arrière-plan à faire et qui ne pouvait pas être fait en quelques années. Et lorsque, comme moi, on suit l'actualité de notre pays, même depuis l'étranger, on sait qu'on a un chef de l'État qui prend le temps de faire les choses correctement et très bien. Donc, à partir du moment où, et peut-être bien avant, mais moi, dès que j'ai suivi son intervention le 31 décembre dernier, je me suis dit, je suis persuadé que quelque chose se fera. Même si c'est en décembre 2023, je suis persuadé qu'on ne va pas terminer l'année sans percevoir la fumée blanche de l'inclusion, voilà, comme au Vatican, de l'inclusion dans notre pays. Donc, je pense qu'il fallait prendre le temps de bien faire les choses. Maintenant, c'est fait, d'accord, ça nous permet d'avoir un instrument pour pouvoir avancer, et nous allons continuer la veille, le plaidoyer, afin que les autres mesures complémentaires puissent être prises. Vous avez énormément lutté pour, à travers votre association, donc Société Inclusive. C'est donc le fruit de vos efforts, tout simplement. Est-ce que ça vous donne cette fibre-là de vouloir rester au Bénin? Déjà, j'aime beaucoup le Bénin. C'est pour cela que je suis quasiment au Bénin 4 ou 5 fois dans l'année, depuis 3 ans. Donc, j'aime beaucoup mon pays. Et bien sûr, à terme, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'étranger et qui n'ait pas envie, à terme, de rentrer, apporter sa pierre à l'édifice. Ben oui, à terme, l'objectif, c'est de revenir chez moi et d'apporter ce que je sais faire pour contribuer au développement de mon pays. En dehors de l'association Société Inclusive que vous avez lancée, que vous dirigez, vous êtes aussi enseignant en responsabilité sociale des entreprises RSE donc en France. Que comprendre par la RSE? Il faut comprendre par la RSE tout simplement l'intégration d'un certain nombre de préoccupations, notamment sociales et environnementales, dans la stratégie des entreprises. Autrement dit, à travers ce concept de RSE, on veut seulement encourager les entreprises à ne pas penser uniquement à la performance financière, mais penser à une performance globale, c'est-à-dire une performance qui permet d'impacter à la fois la vie de leurs salariés, mais également le quotidien des membres de la communauté, c'est-à-dire les parties prenantes, ainsi que l'environnement.
D'accord. Et quel lien peut-on faire entre la RSE et le handicap? Il y a un lien fort entre la RSE et le handicap, tout simplement parce que le volet social de la RSE, parmi les thématiques qu'aborde ce volet social de la RSE, il y a la thématique du handicap. D'accord? Et parce que la thématique du handicap, dans la société, qu'on soit au Bénin, en Belgique, au Brésil ou ailleurs, dans notre société, nous avons des personnes en situation de handicap. Et selon l'OMC, d'accord, la population des personnes en situation de handicap, c'est plus de 16% de la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 7%? Est-ce qu'on 16% de la population mondiale. mondiale. Donc, si par projection, on peut imaginer quand même que dans nos sociétés, environ 10% tout au moins sont en situation de handicap. Qu'est-ce qu'on fait avec ces populations? Est-ce qu'on va les mettre de côté? Non, il faut pouvoir les inclure. Et au sein d'une entreprise, l'entreprise n'est que le fruit de sa communauté, de son environnement. Donc, au sein de l'entreprise, on doit pouvoir retrouver les mêmes composants qu'on a dans la société de manière générale. Et plus encore parce que ces personnes en situation de handicap sont le plus souvent preuve de ténacité, de résilience, et les avoir au sein d'entreprises favorise également davantage d'engagement, s'investissent davantage en entreprise que ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Monsieur Lukman Laniyan, nous avons quelques questions des auditeurs et apports pour vous. Bruno Awanougan qui nous écrit depuis Candy. Il fait le gouvernement du président Patrice Talon vient de corriger une injustice qui n'a fait que trop durer. Ces différents décrets permettront d'avoir une autre perception des personnes vivant avec un handicap, non seulement qu'elles ne constitueront plus une charge pour leur famille et par ricochet à la nation, mais elles deviendront une ressource pour l'État à travers leurs compétences qu'elles mettront au service de l'administration publique comme privée. J'invite les personnes vivant avec un handicap à se tenir prêtes afin de déposer leur dossier dès que ces décrets vont être opérationnels. Quel est votre avis sur le sujet? Je partage pleinement l'apport de cet auditeur. D'accord, effectivement. Ce acte d'ouvellement vient quand même poser un acte fort, comme je l'ai dit au tout début, pour apporter une nouvelle perception du handicap dans notre pays. Et l'idée vraiment derrière, moi je pense, c'est de voir le handicap non plus comme un frein, non plus comme un problème, mais de le percevoir comme une opportunité. Parce que les personnes en situation de handicap ont beaucoup à apporter à la construction du développement dans notre pays. Pour Robert Powakenou, qui nous écrit depuis Bazumpa, c'est une décision salutaire. On a un autre message du sociologue Caliste Ouedé. Bonjour madame, votre invité, je le salue pour cet enseignement sur la RSE. C'est entre autres le volet qui semble être délaissé dans le tissu économique. Ce que je ne comprends pas ce qu'il dit, effectivement, parce qu'il faut dire que dans notre pays, déjà, la RSE est très peu structurée dans notre pays, même si il y a un certain nombre d'entreprises qui sont volontaristes sur le sujet et qui mettent des démarches volontaristes sur le sujet, puisqu'il n'y a pas réellement d'obligation en la matière dans notre pays. Par contre, effectivement, lorsque on parle de RSE, la question du handicap, elle est importante et les entreprises ont une part très significative à y jouer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un système libéral comme le nôtre, ce sont plutôt les entreprises qui créent les emplois. Et donc, les structures qui créent les emplois doivent davantage être sensibilisées à cette thématique afin de favoriser l'intégration des talents en situation de handicap au sein de leur structure. Coucou Arlette, bonjour à votre invité, Monsieur Lukman Laniyan. Ces décrets sont les bienvenus. Il reste aux personnes en situation de handicap de travailler pour améliorer le regard de la société, pour améliorer le regard que la société a envers ces personnes-là. Et il faudrait qu'elles méritent la place qui est désormais réservée pour elles. Ange Lucas Raibé de Calavi Djadjo. Bon, c'est son avis, hein, la place a toujours été méritée ou pas? Moi, je pense que la place, elle a toujours été méritée, hein. Sur ce point-là, cela ne souffre d'aucun doute, parce que je reste persuadé que le plus souvent d'ailleurs, nous qui sommes des personnes en situation de handicap, nous sommes appelés à faire parfois 2 fois plus, parfois 3 fois plus
que les personnes qui ne le sont pas pour pouvoir montrer que voilà, nous méritons notre place. Donc ce mérite-là, pour moi, ce n'est pas c'est pas un sujet qui se pose parce que les personnes en situation de handicap sont des personnes méritantes. Monsieur Lukman Lanillon, votre mot pour conclure. Un mot pour conclure, je vais emprunter ces mots à mes propos liminaires. Déjà, remercier encore une fois le président de la République pour ce acte fort qui est fièrement, je pourrais moi-même dans mes échanges avec mes étudiants, notamment en France, dire que voilà, le Bénin fait partie des pays qui promeut de manière efficace, de manière active la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap. Donc encore une fois, merci beaucoup au chef de l'État, merci beaucoup à notre ministre de tutelle, Madame Véronique Tony-Fodé, et à toutes les OPH qui œuvrent au quotidien pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap au Bénin. On peut applaudir pour ça? Merci beaucoup. Et je vous raccompagne avec cette musique-là de Zoulé Sangaré que vous connaissez très bien. Oui. Zoulé Sangaré, feu Zoulé Sangaré. Que j'affectionne beaucoup. Ben voilà. Mais l'artiste ne meurt jamais, donc c'est juste pour vous raccompagner, vous dire à bientôt. Merci beaucoup, Madame Vodouno. Il est 7h57 à suivre dans quelques instants le journal en direct, le bulletin d'information avec Achille Fatonji. Bonjour le Bénin. Info, actu, musique sur votre radio.